Eh oui les amis, salut à tous, nouvelle vidéo. Alors les gars, franchement, il y a une news qui va arriver dans quelques secondes, ça concerne Pascal Praud. Comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Il s'est passé aussi un truc de ouf avec l'union de la gauche sans la France insoumise. On regarde ça tout de suite, un nouveau zapping, and we go! Sans doute vu passer ça. Est-ce que vous m'accordez la liberté d'expression de dire que je mettrai les médias dont je suis actionnaire au service du combat contre l'extrême droite? Et puis ça. Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Le devoir de réserve à l'antenne, je n'ai jamais pris l'antenne en otage. Et vous n'êtes pas dans l'urne avec moi, monsieur. Donc vous ne savez pas pour qui Quel je vote, bordel. vous ne savez pas ce que je fais, vous ne savez pas ce que je dis. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant la commission d'enquête sur les médias publics, dont le rapporteur est le député à l'oncle, un député d'extrême droite. Et ce qui s'est passé dans cette commission d'enquête, dont le rapport sort aujourd'hui, est très grave. Une commission d'enquête, c'est fait pour poser un diagnostic, interroger des gens et faire en sorte de formuler des recommandations pour que le service public et les politiques publiques soient meilleurs. Et sur les médias publics, ça tombait plutôt bien, puisque la Cour des comptes venait de publier 2 rapports, un sur France Télévisions et un sur Radio France, qui formulaient des recommandations qu'on aurait pu reprendre et discuter au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé, car le rapporteur à l'oncle avait autre chose en vue. Ce qu'il reproche aux médias publics, c'est de ne pas suffisamment relayer les positions de l'extrême droite, et ça c'est grave. Alors ce qu'a fait le député à l'oncle, eh bien c'est faire des amalgames, relayer des fausses nouvelles, monter en épingle des fausses polémiques. C'est au fond attaquer systématiquement ce qui fait aujourd'hui une forme d'indépendance des médias publics, pour les remettre sous contrôle et les obliger à rentrer dans le rang de la vision de l'extrême droite. Ça n'a rien de nouveau. C'est exactement ce qui s'est passé en Hongrie sous Viktor Orban, et c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec Donald Trump. Utiliser des moyens institutionnels, publics, pour porter le discrédit sur un contre-pouvoir qui ne porte pas les mêmes positions que vous. Mais il ne faut pas être dupe, et cela montre le vrai visage de l'extrême droite, du Rassemblement national et de ces partis comme l'UDR qui les soutiennent. Ne soyons pas dupes, cette commission d'enquête est une honte, et nous devons continuer à défendre la pluralité du monde des médias et les médias indépendants. C'est fort, c'est fort, c'est fort. On va s'arrêter uniquement à cette vidéo. Bon, je pense que évidemment Pascal Praud va critiquer mademoiselle Agnès Pannier-Runacher. Elle était ancienne ministre, je sais pas si elle l'a encore, mais elle vient de dire quelque chose que beaucoup de gens trouvent choquant. Elle dit: je mettrai les médias dont je suis actionnaire au service du combat contre l'extrême droite. Et les gens de droite crient au scandale. Donc évidemment en plateau, ils sont pas contents. Bon, c'est dans leur idéologie, donc c'est normal. Elle utilise les médias pour la politique, c'est grave, mais attendez, elle a raison, et je vais vous dire pourquoi. D'abord, comprendre ce qu'il s'est passé, le rapport de Charles Aloncle sur la gestion de France Télévisions, etc., député ciotiste. Le rapport est sorti hier, 300 pages, je vous invite à le consulter. Bon, et vous savez ce qu'il a reproché dans les médias, de ne pas assez relayer les positions de l'extrême droite, comme elle l'a dit Agnès. Je l'appelle Agnès, t'as capté, et voilà, je trouve ça dingue. Il dit: les médias ne nous laissent pas assez parler, donc sa solution c'est quoi? C'est utiliser une commission parlementaire pour forcer les médias publics à relayer beaucoup plus l'extrême droite. C'est ce qu'il reproche. Une tentative de prise de contrôle. Elle avait cité Viktor Orban en Hongrie, Trump aux États-Unis, il n'y a pas de souci. Donc, le problème, c'est qu'elle a raison. C'est qu'elle a raison. L'extrême droite, c'est pas un courant politique normal. C'est un danger. Pourquoi? Parce qu'on a vu ce que ça a donné quand l'extrême droite prend le pouvoir. On l'a vu avec Orban en Hongrie. Il a détruit l'indépendance des médias, il a arrêté les journalistes et il a volé les élections. On a vu Trump aux États-Unis, il essaye de contrôler les tribunaux, il veut arrêter des journalistes. Fake news, à chaque fois il les pointe du doigt, il jette le discrédit sur les journalistes. Et en France, Bardella et le RN disent la même chose des médias. Reprendre le pays, arrêter l'immigration, réduire le wokisme, ça passe tout ça. Tout ça passe aussi par le contrôle des médias en quelque sorte. C'est du fascisme, tout simplement, c'est du fascisme. Je ne peux pas être plus précis que ça. Donc si les médias disent non, on ne va pas relayer ça, c'est pas de la censure, c'est de la défense de la démocratie en quelque sorte, parce que la démocratie, elle ne peut pas survivre au fascisme. C'est l'un ou l'autre. Soit tu as la démocratie, soit tu as le fascisme. Tu peux pas avoir les deux. Donc oui, les médias doivent combattre l'extrême droite, c'est un devoir, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Une obligation journalistique. Moi, je vois la tête des personnes sur CNews. Ah, c'est sûr que monsieur Charles Aloncle, ils ont fait plein de reportages sur le monsieur. Ils l'ont invité aussi plusieurs fois. Il a pris la parole plusieurs fois. Les alliés de Charles Aloncle qui sont pro-rapport contre France Info et toutes les chaînes qui gravitent autour.
oui, évidemment qu'ils sont pour cette commission, pour ce rapport, pour ces recommandations. Donc le vrai scandale, c'est pas les propos de mademoiselle Agnès qui dit qu'elle combat l'extrême droite. Le vrai scandale, c'est que les autres médias ne font rien, ils laissent faire. Et pire, ils donnent une plateforme à l'extrême droite en prétendant être neutre. C'est news, hein. Mais la neutralité face au fascisme, ce n'est pas de la neutralité, c'est de la complicité. Tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Dites-le moi en commentaire sur YouTube. Non, parce que moi, je veux bien qu'on attaque les macronistes, il n'y a pas de problème. Moi, je retiens juste le fond du message. J'ai pas de problème avec ça. Tu vois, ma chaîne, elle est utilisée pour combattre l'extrême droite, par leurs idées, par mes idées aussi pour contre-argumenter les siennes. Voilà, tout simplement. Il est fort. Jean-Luc Mélenchon est donc candidat. Oh, quelle surprise. Oui, ça vous a pas Là. surpris tellement. Vous Mais savez. ça n'a pas l'air même de vous ébranler, Non, pas du émouvoir. Écoutez, il est candidat permanent depuis des décennies, donc je vois pas très bien. T'en ce qui a penses quoi, changé. Olivier Faure? C'est un non-sujet, quoi. Bah oui. Enfin, il y a quand même un petit moment où la question va se poser de savoir qui est la gauche aujourd'hui. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous Ça, c'est ensemble? les Français qui le décideront. Mais c'est son droit. Il est candidat. C'est la 4e fois qu'il est candidat à une élection présidentielle. Moi, ce que je crois, c'est que Jean-Luc Mélenchon, à la fois, a des qualités évidentes. C'est un tribun. Il a un charisme que personne ne lui enlève. Ok. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il est un candidat de premier tour qui est parfaitement légitime, mais il est le plus mauvais candidat pour la gauche au second tour. Il est celui qui permet à toutes les droites et l'extrême droite de se coaliser, et donc quand on observe simplement les enquêtes d'opinion, qui valent ce qu'elles valent à cette époque de l'année, mais ce que l'on voit, c'est que il est celui qui vraisemblablement serait le plus sèchement battu par l'extrême droite, ce qui conduirait à ce qu'on ait une extrême droite qui soit à son niveau le plus élevé et qui lui donnerait quasiment une carte blanche pour la suite. Et moi, je ne veux pas donner de carte blanche à l'extrême droite et je veux même la battre à l'élection présidentielle prochaine. Olivier Faure, quand je ça vous me- interroge sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, vous me dites le problème, c'est que de toute façon, il peut pas gagner. Donc, il n'y a pas de problème sur le fond. S'il n'était pas candidat, vous auriez pu, s'il s'était pas annoncé dès le début, vous auriez pu peut-être faire alliance avec leurs idées, avec une partie des militants, des élus. Est-ce que vous auriez pu vous mettre ensemble s'il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon, mais s'il y avait ses idées? Non, enfin, ça dépend lesquelles. En fait, il y a des idées que je partage et des idées que je ne partage pas. Alors, lesquelles vous partagez et lesquelles vous partagez pas? Bah, ça va être long, mais Quand il dit, et l'une des premières promesses, c'est la retraite à 60 ans, le SMIC augmenté, le blocage des prix. C'est les trois Mais formules qui ont été utilisées le dès le premier SMIC jour. augmenté, je le partage. Je pense qu'aujourd'hui, notamment tout ce que nous vivons et tous ces gens qui nous disent tout ce qu'on nous a évoqué dans vos journaux, Ok, nous dans les heures partage qui ont des précédé, idées. sur la question de la malbouffe, sur la question, toutes ces questions-là sont Oui. liées au pouvoir d'achat. Ah, Et ça sont va liées au fait ça va parler de Master Poulet ou quoi? mal et ne vivent même pas et vivent même mal alors qu'ils sont salariés, qu'ils travaillent. Et quand le travail ne paye pas, c'est un problème. Et donc, effectivement, oui, il faut aujourd'hui augmenter le salaire minimum. Sur la question de la retraite, moi je suis pour le retour à 62 ans. Bon, ok. Bon, Olivier Faure vient de dire quelque chose de révélateur. Il dit que Mélenchon, c'est le plus mauvais candidat pour la gauche au second tour. Bon, ça, tout le monde le répète. Mélenchon permet à toutes les droites et à l'extrême droite de se coaliser pour le battre. Bon, en gros, il dit que Mélenchon, c'est pas le bon candidat. Voilà, il faut quelqu'un d'autre. Et tu sais quoi? C'est exactement pour ça que Mélenchon doit être candidat et doit se maintenir, parce que la droite et le PS ont peur de lui. C'est pas un défaut, c'est une qualité. Son argument pour dire que Mélenchon est un bon candidat pour le premier tour, mais il perd au second tour contre l'extrême droite, c'est quoi sa solution du coup? Que le PS propose un candidat un peu neutre qui peut faire un front républicain avec le centre? Mais ça ne suffira jamais. Désolé, Jérôme Gage, avec tout le respect, non. Glucksmann, non merci. En 2024, la gauche s'est unie, résultat, elle a gagné les élections. Alors Olivier Faure te dit que l'union c'est pas bon, mais c'est faux. L'union c'est ce qui gagne. D'ailleurs j'ai vu que hier il y a eu un tweet de la part de Mélenchon et de ses capitaines pour justement recréer une nouvelle union populaire, écologiste et sociale. Bon, on verra qui va accepter la main tendue. Réponse peut-être dans quelques mois. Mais en tout cas, l'union, on en a besoin pour gagner. Et maintenant, on regarde le contraste. Olivier Faure, dit que Mélenchon impose un point de vue à tous les autres. Mais qui impose un point de vue là? Là, c'est toi, monsieur Olivier Faure, qui l'impose. Vous devez tous accepter un candidat qui n'est pas Mélenchon pour que je sois d'accord. Frérot, tu l'imposes ton contraste. Pitié, genre. Enfin, ton point de vue, pardon. Je comprends pas. Et il y a un autre truc aussi qui m'énerve. C'est que Olivier Faure dit que Mélenchon a des qualités évidentes, merci. C'est un tribun, merci. Il a un charisme que personne ne lui enlève, merci encore pour le compliment. Donc pourquoi il ne peut pas être candidat en fait? Tu lui donnes des qualités, mais tu veux pas qu'il soit candidat, je comprends pas.
Le mec, il nous explique qu'il a du charisme, et ensuite, il nous dit que c'est un mauvais candidat. Mais mec, c'est contradictoire de fou. Moi, je pense que le PS a peur. Je pense qu'ils ont peur de Mélenchon. Ils ont peur d'un Mélenchon qui gagne et qui efface le PS. Et il essaie de te convaincre que Mélenchon, c'est pas possible, mais les sondages montrent que Mélenchon peut arriver au second tour, et que Mélenchon peut battre n'importe quel candidat de droite. Donc voilà le vrai jeu. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous préférez un candidat qui vous inspire comme Mélenchon ou un candidat un peu neutre pro-PS qui va faire des compromis avec le centre et même avec la droite? Répondez-moi en commentaire. Les gars, ça dure que quelques secondes, on fait une petite interlude vite fait avant de regarder justement le meeting du Front Populaire 2027. Mais regardez juste ces 14 secondes de cringe, s'il vous plaît. En 2026, ça fait 90 ans, et ça... Alors attendez, on va le refaire, ils étaient pas prêts. Merci à toi. Nous sommes en 2026 et ça suffit. Oh mon dieu, oh là 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 là, c'est tellement conne les mecs. Allez, on va enchaîner sur le Front Populaire 2027, ils étaient en meeting hier, c'était une catastrophe, oh mon dieu. C'est ça le sujet. Je vois rien. L'union, c'est une affaire extrêmement concrète. Et c'est pour ça que j'en veux à Jean-Luc Mélenchon d'imposer sa candidature. Loin de l'union, qui est la meilleure garantie d'accéder au second tour de l'élection présidentielle, alors que les 2 dernières fois, nous n'avons pas réussi, et alors que l'extrême droite menace. Or, je note que le leader de la France Insoumise minimise totalement le danger de l'extrême droite. Je le dis, c'est irresponsable. Vraiment irresponsable. Et moi, avec mon mouvement L'Après, je suis en campagne pour le rassemblement de toute la gauche et les écologistes. Et je le serai, nous le serons jusqu'au bout. Ça sent le 1%, je suis désolé. Hein. Parce qu'il n'y a pas de sensibilité politique, de parti, de leader incontesté et incontestable à gauche. Ce temps-là est révolu. Et je veux dire à quel point l'hégémonie, au fond, personne n'en a plus les moyens. Et ceux qui croient pouvoir mettre au pas le reste de la gauche, parce qu'ils ont plus d'élus ou plus d'argent, quel que soit leur bilan au pouvoir ou quel que soit leur score aux dernières élections présidentielles, s'illusionnent et nous font perdre notre temps. Aïe 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 aïe. Wesh, le timing mon gars. Madame Autain nous parle d'union. Elle dit que l'union c'est la meilleure garantie d'accéder au second tour. D'accord, ça je vais bien l'entendre. Mais pour gagner il faut l'union. Et du coup tu refuses l'union avec Mélenchon. C'est ça que je comprends pas. Et d'ailleurs, elle nous parle que de Mélenchon. Mais les amis, faut pas oublier que Glucksmann aussi fait sa partition tout seul. Glucksmann il est dans son coin et personne ne lui attrape sa veste. Donc ce qu'elle dit vraiment c'est il faut l'union, sauf avec celui qui a le plus de voix. Donc Mélenchon, ça c'est pas l'union ça, c'est l'exclusion. C'est dire on s'unit contre quelqu'un, pas pour quelque chose. Et c'est ça le scandale. Moi j'en veux aussi à ces mecs-là qui n'attrapent pas la veste de Glucksmann. Je leur en veux hein. Elle reproche à Mélenchon d'imposer sa candidature, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle impose une primaire pour l'exclure, elle impose une union sans mélenchonistes, donc elle exclut non seulement Mélenchon, ses capitaines, mais aussi les militants insoumis. Elle impose une vision de l'union où Mélenchon n'a pas sa place en quelque sorte. Donc c'est pas très démocratique tout ça. C'est même autoritaire tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Elle dit aussi que Mélenchon minimise le danger de l'extrême droite. Mais tu sais qui minimise vraiment le danger ? C'est ceux qui disent on peut gagner sans Mélenchon. Sauf que ça n'a jamais marché. En 2017, Mélenchon a réussi à nous unir. Le Pen est quand même allé au second tour. En 2022, pareil. En 2024, avec Mélenchon dans l'Union, la gauche a gagné. Tant bien que mal, mais on va dire que l'extrême droite n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. Et Clémentine Autain, elle veut refaire du 2017-2022, c'est-à-dire perdre. Perdre. C'est ça en fait ta lutte contre l'extrême droite. Ma question elle est simple, encore une fois. Est-ce que vous pensez que Clémentine Autain a raison de refuser l'union avec Mélenchon ? Oui ou non ? Le seul sujet, c'est quel est le projet pour la France et est-ce que c'est un projet qui rassemble ? Or, on a bien compris qu'il y avait là un processus de fracturation
de la communauté nationale. Et c'est bien ça dont souffre la France depuis déjà longtemps. C'est-à-dire qu'on a des partis politiques qui ont acté le fait qu'ils étaient minoritaires, qui ne cherchent même plus à parler à la majorité du peuple français. Hier, il a dit qu'on peut être à s'adresser et rassembleur. Non, ils cherchent à s'adresser à un électorat précis, une part de marché, en élargissant un tout petit peu la part de marché dans l'espoir de se retrouver dans un second tour avec quelqu'un qui sera encore plus détesté en face. C'est ça que font les partis politiques aujourd'hui. Ça s'appelle une démocratie minoritaire, ce qui en fait ne fonctionne pas parce que ce n'est plus une démocratie, donc, ça ne marche plus. C'est-à-dire que dans un an, on va choisir forcément un président ou une présidente par défaut parce que ce candidat aura éliminé Bardella ou Mélenchon. Mais c'est ce que nous faisons depuis des années. Après, les amis, tous les partis politiques ont des jeunes. LFI a juste plus de jeunes. Pourquoi ? Parce que la jeunesse vote la France Insoumise. Moi, j'ai pas compris le terme maoïsme, mais en quelque sorte, c'est comme si elle nous expliquait que Mélenchon, c'était de la domination totale du leader sur un mouvement. Les jeunes pensent que Mélenchon, c'est la meilleure option, et c'est tout. Et c'est ça qui l'a fait chier, en fait. C'est que les jeunes lui préfèrent Mélenchon. Faut accepter le résultat. Et au lieu de se demander pourquoi, elle préfère citer des mots complexes, maoïsme. C'est du déni, mon gars. C'est de refuser de voir que les jeunes ont fait un choix politique aussi. D'ailleurs, j'ai vu le TikTok où il y a marqué que l'année prochaine, on aura 2,2 millions de jeunes qui vont pouvoir voter pour la première fois. 2 millions, les amis. 2 millions. Intéressant tout ça. Et c'est bien pour ça que nous sommes dans une crise démocratique, un blocage total, que vous avez jusqu'à 50% du corps électoral qui décide de ne plus se déplacer dans certaines élections. Accessoirement, ce sont les plus pauvres, c'est-à-dire qu'on a réinventé le suffrage censitaire. On a fait en sorte que les plus pauvres n'aillent pas voter parce qu'ils ont intériorisé le fait que voter ne change plus la vie. Or, c'est le but de la politique. Changer la vie, c'était le titre du programme commun de la gauche dans les années 1970. Pourquoi ? Parce que c'est ça la définition de la politique. Et que tout... J'en ai assez entendu parler. Bon, mademoiselle nous explique qu'il y a une fracture qui est opérée par Mélenchon, mais excusez-moi, on l'a dit tout à l'heure, mais le Front Populaire 2027 qui nous explique qu'on va s'unir contre Mélenchon sans Mélenchon, elle est là la véritable fracture. Tu dis au peuple, littéralement, vous pouvez pas voter pour celui-ci, il faut voter pour celui-là. C'est pas très démocratique tout ça. Bon, je ne sais pas si Natacha Polony va nous dire un jour pour qui elle va voter, en tout cas l'année prochaine, ou si elle fait son taf de journaliste un peu neutre, etc. Il y a le danger de l'extrême droite, mais personne va vouloir se mouiller. Bon, Natacha Polony, j'espère que tu vas être un peu plus... clivante sur les partis politiques qui ne veulent pas de l'union avec Mélenchon, hein. Parce que Glucksmann, qui fait aussi sa partition tout seul, faudrait le commenter tout ça. Pareil pour les journalistes, pas que Natacha Polony, évidemment.